L'économie au service de l'homme, proposée par l'équipe du CJD, le Centre des jeunes dirigeants de Montpellier. Bonjour chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue sur l'émission du CJD sur radioclapas.fr, l'économie au service de l'homme, de la femme et de la vie et non l'inverse. Alors chaque semaine, dans le cadre de cette émission du Centre des jeunes dirigeants d'entreprise, nous éclairons un thème d'économie de manière positive et on l'espère inspirante avec un invité de notre territoire. Alors aujourd'hui, j'ai le bonheur d'accueillir pour la deuxième fois Olivier Sarlat. Bonjour. Qui nous fait la gentillesse de revenir sur un nouveau thème. Olivier, pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas, vous êtes dirigeant de Veolia Région Sud. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Effectivement, j'ai le plaisir de diriger les activités Veolia pour la région Sud, c'est l'ex-région Languedoc-Roussillon. Et nous avons des contrats avec des collectivités ou des industriels dans la production, la distribution d'eau potable et la collecte et le traitement des eaux usées. Merci Olivier. Veolia est devenue en 2019 une société à raison d'être. Et à ce titre, elle s'est engagée à rendre compte de sa performance autre que financière tous les ans, et notamment donc avec des indicateurs de performance environnementale et de performance sociale. Et ce dont on va discuter aujourd'hui autour de ce concept de société à raison d'être, c'est de voir si cela fait la différence entre le discours et les actes, et si on peut démontrer que le fait d'adopter une raison d'être impulse un mouvement de toute la société et de ses collaborateurs vers l'accomplissement de cette raison d'être. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, ce qu'on va faire dans quelques minutes, on a l'habitude de poser à nos invités 5 questions du tac au tac où il faut répondre sans réfléchir. Donc Olivier, boire ou manger ? Manger. Yoga ou boxe ? Yoga. Cigale ou fourmi ? Ah, cigale. Je vous ai coincé. Les pieds ou la tête ? La tête. Humain ou environnement ? Humain. Ça ne m'étonne pas de vous. Est-ce que, si on en revient à la raison d'être de Veolia, vous pouvez nous dire ce qu'elle est ? Quelle est cette raison d'être ? Alors, la raison d'être de Veolia, c'est de contribuer au progrès humain en s'inscrivant résolument dans les objectifs de développement durable de l'ONU afin de parvenir à un avenir meilleur et plus durable pour tous. Donc, on voit que vous la connaissez. Est-ce qu'elle est connue par les équipes et comment est-ce que les équipes connaissent cette raison d'être ? Alors oui, c'est quelque chose que nous avons réalisé. Alors est-ce qu'on l'a réalisé de manière entière et est-ce que tout le monde la connaît véritablement ? C'est quelque chose que nous essayons de mesurer chaque année grâce à une enquête d'engagement. Et il y a eu tout un processus de déploiement de cette raison d'être, que ce soit au niveau du groupe, donc du comité exécutif du groupe, des différentes business units, c'est-à-dire les pays dans lesquels les collaborateurs de Veolia sont, et au sein de chaque entité, comme Veolia Eau en France, à commencer par le comité exécutif de l'eau France. Après, on est descendu au niveau des régions, puis après des territoires qui composent les régions, jusqu'aux collaborateurs. Alors, je pense avoir la prétention de dire que jusqu'au niveau des comités directeurs des territoires, la chose est bien connue. Au niveau de l'ensemble des collaborateurs, je pense que nous avons encore des choses à faire, mais bon, la pédagogie, c'est la répétition. Oui, ce qui est intéressant dans ce que vous nous dites, c'est qu'en gros, cette raison d'être est universelle et elle l'est tellement que finalement, elle s'applique quels que soient les métiers de Veolia, puisqu'il y a un certain nombre de métiers chez Veolia, mais elle s'applique aussi finalement en France comme à l'étranger. C'est la même. C'est exactement la même parce que où que l'on soit en France ou à l'étranger, qu'on soit dans la partie eau, dans la partie valorisation des déchets, dans la partie énergie qui compose les différents grands métiers de Veolia, en fait, on est convaincu que les enjeux économiques, sociaux et environnementaux doivent être abordés comme un tout indissociable. Et donc ça, c'est ce qu'on ressent au travers de cette raison d'être, de pouvoir adresser l'ensemble de nos parties prenantes, c'est-à-dire que ce soit nos actionnaires, que ce soit nos collaborateurs, que ce soit nos fournisseurs, nos prestataires, les générations actuelles et futures. Donc là, on a une bannière qui est en quelque sorte très engageante pour la société Veolia. Vous nous avez expliqué qu'elle avait été partagée avec les salariés, mais qui l'a imaginée au départ ou comment est-ce que quelqu'un s'est mis sur un coin de table et a écrit cette raison d'être ? La raison d'être, elle a été écrite, discutée, analysée, finalement validée au niveau du conseil d'administration du groupe Veolia, donc qui est présidé par Antoine Frérot. D'accord. Et donc, en pratique, dans vos activités du quotidien, comment est-ce que ça vous... est-ce que finalement vous y pensez ? Est-ce que ça a de l'importance ou c'est business as usual ?
toute humilité, on essaie de la pratiquer au quotidien parce que, en fait, par rapport à toutes ces parties prenantes dont je vous parlais à l'instant, on part du principe que parce qu'on est utile au territoire sur lequel nous travaillons, nous avons légitimité à pouvoir continuer justement à nous y développer. Et donc cette utilité doit pouvoir se matérialiser par un impact d'un point de vue social, sociétal et environnemental. Et qu'aujourd'hui, un groupe comme le groupe Veolia, vous le disiez très bien en introduction, bien sûr, il est regardé au travers de ses résultats financiers, mais aussi au regard de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Un acte fort qui va être aussi fait cette année, c'est que Antoine Frérot va quitter la présidence, ne va plus être président-directeur général à partir de l'été prochain. Il va garder la présidence du conseil d'administration et c'est Estelle Brakianov qui va prendre la direction générale de l'ensemble du groupe Veolia qui, du fait d'une acquisition des activités de Suez à l'international, je dis bien qu'à l'international, est un groupe qui va passer de 180 000 à 230 000 collaborateurs. Bon, je dis respect, on va avoir une nouvelle femme à la tête d'une boîte au CAC 40 alors. Exactement. C'est fabuleux. Elles ne sont pas nombreuses malheureusement. Ah mais une de plus, c'est toujours ça. En vous écoutant, je me dis que les choses ont beaucoup changé, me semble-t-il, pour les salariés du privé en quelques années, parce qu'auparavant, on vous demandait finalement, et en particulier dans une société qui est cotée en bourse, on vous demandait de faire du chiffre d'affaires, donc vous étiez attendu sur un rendement purement financier, avec des intérêts purement privés. Et là, au fond, quand je vous entends, j'ai l'impression d'entendre quelqu'un qui me parle de sa fonction au service de l'intérêt général, et je trouve que c'est un renversement de paradigme vraiment très intéressant. Et je pense même, oui, au service de l'intérêt général, mais je veux dire déjà au service de mes collaborateurs, parce que ce que je souhaite pour moi, ce que je souhaite pour l'ensemble des encadrants, c'est que, et même pour tout un chacun au niveau de la société Veolia, c'est que la première préoccupation quand on se lève le matin, c'est le bien-être et la sécurité des collaborateurs. Et sans cela, on ne fait rien. Effectivement, on va dire la rentabilité financière peut arriver dans un deuxième axe ou dans un troisième si on considère qu'il faut auparavant aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, de se dire c'est parce qu'on est utile à notre territoire, qu'on a un impact d'un point de vue social, sociétal et environnemental, on a légitimité à pouvoir continuer. Je pense que c'est ça qui est important au niveau des collaborateurs et qui est important pour moi aussi, j'essaie de me l'appliquer, c'est trouver du sens dans ce que je fais. Voilà. Donc vous contribuez au progrès humain et en premier lieu au progrès de vos collaborateurs. Vous le mesurez comment ? Il y a des indicateurs que vous avez choisis, qui vous sont imposés ? Alors oui, au travers justement de cet engagement que l'on souhaite avoir, il y a des indicateurs, que ce soit au niveau du taux d'engagement des collaborateurs, du respect des consignes autour de tout ce qui peut être compliance et éthique. Et puis il y a des indicateurs aussi, je parlais d'Estelle Brakianov tout à l'heure, il y a une véritable volonté de pouvoir féminiser nos métiers. Peut-être on pourra en parler par la suite. La mixité est extrêmement importante et pas forcément suffisamment présente, notamment au niveau des postes de direction et d'encadrement. Donc ce qu'on essaie de faire, mais même dans tous les métiers que l'on peut avoir chez Veolia, tout ce qui va être lié à l'insertion, tout ce qui va être lié à la sensibilisation sur le handicap aussi. Voilà, ça fait partie d'autres indicateurs qui sont mesurés et suivis chaque année. Donc tous les ans. Est-ce que vous avez en mémoire peut-être le taux d'engagement des salariés chez Veolia ou alors chez vous dans la région sud, ou peut-être votre taux de diversité ou d'acceptation, le terme est très maladroit, mais d'implication ou d'intégration du handicap dans l'entreprise? Alors déjà au niveau du taux d'engagement, alors c'est vrai que ça va vous paraître complètement abscon, mais donc on a un taux d'engagement de plus de 80% au niveau des collaborateurs. Oui, c'est presque stalinien ça. Je ne sais pas. En tout cas, c'est fait par un organisme totalement indépendant qui vient donc au travers de questions, toute une série de questions qui sont posées aux collaborateurs, donc vérifier ce taux d'engagement. Vous êtes interrogé aussi ? Ah bien sûr, oui. Donc les dirigeants sont interrogés. Et oui, et l'ensemble des collaborateurs en France. Donc oui, c'est quelque chose qui est suivi chaque année, sur lequel on est challengé. Et comment est-ce qu'on fait pour pouvoir faire progresser ce taux d'engagement ? Mais déjà, comme je dis, faire en sorte que les collaborateurs soient bien, aient du sens dans ce qu'ils font. Comment est-ce qu'on peut les accompagner d'un point de vue social. Voilà, il y a des démarches que l'on fait. Par exemple, moi j'ai fait former l'ensemble de mes collaborateurs sur la région sud l'année dernière aux gestes qui sauvent. Par exemple, au massage cardiaque, au défibrillateur, parce que je me dis que c'est quelque chose. Enfin, aujourd'hui, une personne qui a un accident cardiaque dans la rue a 5%
100% de chance de pouvoir en sortir, sauf s'il a à proximité de lui quelqu'un qui connaît ces gestes-là. Donc ça me semblait d'un point de vue engagement de l'entreprise, pouvoir former les collaborateurs, c'est des actes qui demain peuvent les aider dans leur vie professionnelle et dans leur vie personnelle. Pouvoir sensibiliser face aux violences conjugales, c'est quelque chose que l'on a aussi déployé. Pouvoir avoir des démarches de lutte contre les addictions. Aussi, c'est des choses que nous faisons. Voilà, donc c'est ce qu'on essaie c'est quelques-unes des actions que l'on peut faire au sein de Veolia. Puis après, je vous parlais de féminisation de nos métiers. On a des démarches où, par exemple, on a mis en place une formation qui s'appelle la formation électro, où en fait, c'est une formation 100% féminine, en alternant sur 12 mois, où en fait, on donne un titre professionnel de technicienne à des jeunes femmes qui n'ont pas forcément les compétences dans le domaine et que l'on accompagne en alternance. Et puis, comme on a chaque année des postes qui sont ouverts, et bien, ça nous permet d'embaucher des collaboratrices de qualité. Et puis ça peut être après des actions qui sont menées en termes de sensibilisation au niveau des quartiers prioritaires de la ville, dans les écoles, les lycées. Voilà, c'est quelques-unes des actions que nous pouvons faire. Oui, on voit que vous en avez une grande diversité. Est-ce que c'est difficile d'impliquer vos collaborateurs dans ce projet autour de cette raison d'être, ou est-ce que c'est facile ? Je pense que les personnes ne sont pas assez du culte de l'avoir au culte de l'être. Je pense qu'il y a cette prise de conscience qui est faite. La période que nous venons de passer, je pense, a mis en exergue on est un petit peu des animaux sociaux. On a besoin d'avoir ce contact-là, d'avoir le contact vis-à-vis de l'autre. Et je pense que aujourd'hui, il y a cette volonté d'aider. On le voit encore dans la situation géopolitique que nous connaissons, un élan de générosité, de personnes disponibles, prêtes à accueillir, à aider. Et je pense que ça se décrète pas. C'est en chacun de nous. Et les situations qu'on a pu vivre, j'ai des collaborateurs qui sont pas schizophrènes, qui sont dans leur vie privée et comme ils sont dans leur vie professionnelle, et que cette attention, cette bienveillance, elle se développe. Alors en tant que dirigeant, vous êtes évalué vous-même par vos propres responsables hiérarchiques. J'imagine qu'ils regardent vos performances économiques et financières. Est-ce qu'ils vous évaluent aussi à l'aune de ces engagements extra-financiers et de la façon dont vous accompagnez vos collaborateurs ? Oui, de la même façon, les indicateurs dont je vous parlais sur ton engagement, c'est un sujet aussi sur lequel je suis challengé par mon responsable de toute manière. Et puis, c'est au travers aussi de projets que l'on met en place au niveau de la région sud. Ce sont des projets, bien sûr, avec une dimension, bien sûr, financière, mais aussi en termes de développement pour nos collaborateurs et pour l'entreprise. Voilà, ce projet d'entreprise, on fait en sorte qu'il soit ancré sur son territoire. Et au travers de discussions que je peux avoir, c'est aussi, lorsqu'on veut pouvoir le promouvoir auprès de ses collaborateurs, c'est être exemplaire soi-même. C'est quel engagement on peut avoir personnellement, parce que je suis directeur de la région sud, j'ai un devoir d'exemplarité, j'ai un devoir d'engagement au niveau du territoire. Par exemple, depuis quelques mois maintenant, je suis élu à la Chambre de commerce et d'industrie de l'Hérault. Félicitations. Merci. Là, dernièrement, j'ai répondu à un appel d'une action qui est formidable, qui s'appelle un jeune, un mentor, où on a demandé à certains chefs d'entreprise s'ils étaient OK pour mentorer un jeune des quartiers prioritaires de la ville de Montpellier, ce que j'ai accepté avec plaisir. Et donc depuis quelques semaines, j'ai le jeune Nadir avec lequel je discute le plus souvent possible, que j'accueille au sein de mon entreprise en alternance. Et voilà, c'est une belle personne. Je pense qu'il y a des pépites partout, où que ce soit. Il n'y a pas de jugement de valeur à avoir. Et voilà, je pense que c'est au travers de cette exemplarité, cette représentation que l'on souhaite avoir, cette image que l'on souhaite donner de Veolia, et bien quand on arrive à entraîner ses collaborateurs directs, et puis après l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise. Est-ce que, alors bon, j'imagine que si vous étiez un mauvais dirigeant d'un point de vue économique, vous ne seriez pas, en tout cas vous auriez des soucis avec vos propres responsables hiérarchiques. Et ce supplément d'âme, évidemment, que vous amenez au travers de votre engagement profondément humain, je crois que tous les auditeurs et auditrices peuvent le ressentir, c'est sans doute un plus. Mais est-ce qu'un dirigeant qui amènerait une performance uniquement économique, mais qui serait présente sans ce supplément d'âme, vous pensez qu'il aurait la même trajectoire que vous chez Veolia, ou il manquerait vraiment quelque chose ?
Ah oui, on creuse un peu pour voir. Oui, mais alors, en toute humilité, j'en sais un peu. J'ai plein de collègues, collaborateurs qui ont des super trajectoires et on n'a pas cette même trajectoire et ils ont de belles réussites aussi. Je pense qu'avoir tout, c'est au travers des valeurs que l'on partage. Et je pense qu'aujourd'hui, être un dirigeant qui ne prend pas en compte ces aspects sociaux, sociétaux, environnementaux, il va manquer quelque chose. Et ça, comment ça va se traduire? Je pense que déjà, s'il n'y a pas cette implication, cette bienveillance les uns vis-à-vis des autres, on a par exemple des services qui vont avoir un taux d'accident qui va augmenter, un taux d'arrêt maladie qui va augmenter, va y avoir un taux de turnover de personnes qui aujourd'hui ne trouvent pas du sens dans ce qu'ils font. Je pense qu'aujourd'hui, l'urgence écologique est là, la transition écologique est nécessaire, et qu'une entreprise qui n'est pas dans cette démarche-là, c'est une entreprise qui va péricliter. Et c'est bien pour ça que les marchés financiers aujourd'hui ne s'accordent pas qu'aux résultats financiers, ils s'accordent aussi à tout ce qui peut être fait d'un point de vue environnemental, social, au niveau de la gouvernance. Et qu'aujourd'hui, on est bien tous conscients des limites planétaires, et que le développement d'une entreprise ne peut pas se faire au détriment de cette limite planétaire-là, en termes de ressources, de matières premières, d'un point de vue humaine aussi. Merci Olivier. Au-delà de la raison d'être, Veolia s'est aussi défini une mission. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, tout à fait. On s'est donné pour mission de ressourcer le monde. Alors, ça peut sembler un petit peu exagéré ou beau, mais en tout cas, on y croit vraiment fortement. C'est chevillé dans notre ADN. Peut-être 2 exemples simples, c'est-à-dire que d'ici 2040, on va compter plus de 2 milliards d'individus supplémentaires sur Terre. On a une eau qui est présente sur Terre, qui est faussement abondante, et il est nécessaire de préserver les ressources. Et donc, il y a des ressources alternatives qui peuvent être utilisées, notamment dans l'agriculture, la viticulture ou l'industrie, au travers de la réutilisation des eaux usées traitées, c'est-à-dire que très simplement et rapidement, aujourd'hui, les effluents, les eaux usées sont collectés, traités sur des stations d'épuration et rejetés dans le milieu naturel, mais on peut se dire que cette eau, elle peut avoir une autre vie, et qu'en lui apportant un traitement complémentaire, parce que c'est de l'eau, parce qu'elle peut avoir quelques nutriments d'un point de vue carbone, azote et phosphore, on peut la mettre à disposition de l'agriculture, plutôt que de prélever dans les rivières ou dans les nappes souterraines, on peut venir irriguer les territoires grâce à ces ressources-là. Et dans la même veine aussi, on cherche, ça peut surprendre des fois un peu, on a développé depuis plusieurs années maintenant des compétences en termes d'agriculture urbaine et périurbaine, et savoir comment toujours dans cette projection où on va être 2 milliards d'individus de plus, comment on va pouvoir produire plus de nourriture en utilisant moins de ressources naturelles, notamment moins d'eau. Ça peut être des sujets qui vont tourner autour de l'aquaponie, c'est-à-dire de l'aquaculture associée à de l'hydroponie, ou des sujets liés à la bioconversion. La bioconversion, c'est quoi? C'est de pouvoir produire des protéines qui vont servir à l'élevage, par exemple à l'aquaculture ou à des élevages par exemple de poulets, qui ont besoin de protéines pour pouvoir se développer, et de produire en fait cette protéine à partir d'insectes. Et la vertu de tout ça, et nous avons une ferme de bioconversion près de Cavaillon, au travers de l'entreprise Mutatech, une des filiales de Veolia, où en fait nous faisons l'élevage de mouches de soldats noirs qui sont alimentées en fait par des biodéchets que nous collectons dans un rayon de 25 km et qui nous permet de produire donc des insectes et donc de la protéine animale qui va pouvoir venir derrière alimenter toute l'industrie de l'élevage. Et donc on est vraiment dans une logique d'économie circulaire. On n'a plus ces protéines qui aujourd'hui massivement sont produites à partir de protéines de soja depuis le Brésil et importées en France. Là, il y a des protéines qui permettent, quand elles sont produites, d'émettre moins de gaz à effet de serre, d'utiliser moins de ressources en eau. Donc je pense que l'avenir aussi, il est là. Et quand on parle de ressourcer le monde, c'est de se dire que nos déchets d'aujourd'hui, c'est nos produits de demain, et que les eaux usées peuvent servir à l'agriculture, ou même servir, comme on le fait dans certains pays comme la Namibie, à alimenter en eau potable des gens, et cette eau potable elle est produite à partir d'eau usée, ou au travers des déchets que l'on peut avoir dans notre quotidien, de les collecter et de pouvoir produire des protéines qui vont à nouveau alimenter les élevages. Alors on vous sent passionné par votre métier, et c'est fascinant ce que vous nous racontez. Et je me disais que nous étions vraiment dans un monde plein de défis et d'opportunités. Voilà, merci beaucoup Olivier. Merci à vous. Merci à tous les auditeurs et auditrices qui nous ont écoutés pendant cette émission du Centre des jeunes dirigeants. Merci à Pej, notre directeur de l'antenne. Merci à l'équipe de Clapas que vous retrouvez sur le 93.5. Merci à Virginie Decapelle, je la recite. Voilà, elle est importante pour nous, on pense à elle.
Et enfin, merci au mouvement, au Centre des jeunes dirigeants qui a été créé en 1938 par Jean Mersch. Un mouvement de respect pour Jean Mersch, voilà, qui a créé un très beau mouvement. Et nous vous retrouvons donc tous les lundis à 13h en direct du studio pour éclairer un petit bout d'économie responsable. Vous pouvez retrouver les replays sur radioclapas.fr, sur la chaîne YouTube du CJD Montpellier ou sur Spotify, Deezer, etc. Et vous pouvez nous contacter. Et je vais repasser la parole à Olivier. Vous pouvez nous contacter sur le CJD Montpellier via Facebook ou LinkedIn. Olivier, un dernier mot. Oui, juste embrasser justement Virginie qui est une combattante et pour qui j'ai le plus grand respect et beaucoup de force à elle. Voilà, merci beaucoup. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.